Donc aujourd'hui, la présentation qu'on va faire va porter sur la mesure de la pauvreté et des inégalités. Donc on va le faire à deux voix avec donc Camille Fontes-Rousseau qui est là aussi et moi. Donc on travaille toutes les deux au service études et diffusion de l'INSEE Occitanie dans dans une unité qui s'occupe plus particulièrement d'études sociales. Donc c'est pour ça qu'on intervient aujourd'hui. On va présenter différentes façons de mesurer la pauvreté. Donc, ça va tourner beaucoup autour des sources et des données, avec quelques petits commentaires aussi de résultats. Donc, on va aborder à la fois les aspects plus classiques de pauvreté monétaire. On abordera ensuite tout ce qui est privation matérielle et sociale, c'est-à-dire ce qui tourne plus autour des conditions de vie. On vous dira concrètement pourquoi c'est important de mesurer la pauvreté avec un zoom sur les familles monoparentales et quelques éléments pour aller plus loin. Donc, je vais laisser la parole à Camille qui va se charger de vous présenter donc, les premiers points de cette présentation. Merci. La première partie va porter sur l'étude de la pauvreté et des inégalités au niveau national, donc quelles sont les sources principales utilisées pour mesurer ces indicateurs. Donc la première des sources qui est mobilisée, qui est produite par l'INSEE, c'est l'enquête sur les revenus fiscaux et sociaux. C'est vraiment la source de référence quand on parle de pauvreté et d'inégalité. Alors cette enquête, en quoi elle consiste et comment elle est constituée? Alors, elle permet de connaître les revenus des individus et de les analyser selon les principaux critères sociodémographiques usuels. Donc, à la fois la taille du ménage, l'âge et les tranches d'âge des personnes, la catégorie socio-professionnelle, mais aussi le statut vis-à-vis de l'emploi. Est-ce que les individus sont en emploi, au chômage ou inactifs? Et ce dispositif est le produit d'un appariement entre, d'une part, l'enquête emploi, qui permet de connaître les caractéristiques socio-démographiques des individus, et les fichiers fiscaux et les fichiers sociaux, donc des fichiers qui contiennent les informations sur les impôts et puis d'autre part les prestations sociales, qui permettent de recomposer le revenu des individus. Alors, cette enquête ERFS, donc enquête sur les revenus fiscaux et sociaux, permet de calculer les principaux indicateurs qui sont utiles à l'analyse de la pauvreté et des inégalités. Donc, le premier indicateur, c'est le revenu disponible. Donc, c'est le revenu dont les ménages disposent pour consommer ou épargner. Donc, c'est les revenus initiaux des ménages, moins les impôts, auxquels on rajoute les prestations sociales perçues. À partir du revenu disponible, on peut calculer le niveau de vie. En fait, le niveau de vie, c'est le revenu disponible rapporté à la taille du ménage, donc la taille du ménage qui est mesurée en unités de consommation. Une fois qu'on a le niveau de vie et la distribution des niveaux de vie, ça permet de calculer le seuil de pauvreté qui est fixé par convention en France comme dans l'Union européenne à 60% du niveau de vie médian national. Et on en déduit ensuite le taux de pauvreté, c'est-à-dire la proportion de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc on est ici sur une mesure de la pauvreté monétaire relative, c'est-à-dire relativement au niveau de vie médian, contrairement à d'autres approches qui pourraient exister dans d'autres pays, notamment les États-Unis, comme le seuil de pauvreté absolu. Donc les résultats les plus récents qui ont été publiés par l'INSEE sur la pauvreté, donc c'est une publication de novembre 2023 qui porte sur les résultats du taux de pauvreté en 2021. Vous les avez en bas à gauche de la diapositive. L'INSEE produit également d'autres indicateurs avec d'autres seuils de pauvreté. On définit ainsi un taux de grande pauvreté qui est fixé à 50% du revenu médian national ou un taux de très grande pauvreté qui est plus rare dans son utilisation, dont le seuil est fixé à 40% du niveau de vie médian. On a maintenant une décomposition du revenu initial ou un schéma qui montre le passage du revenu initial au revenu disponible, qui permet d'étudier les mécanismes de la redistribution. Donc, quand on a le revenu initial, on enlève les impôts directs, principalement l'impôt sur le revenu et puis la taxe d'habitation. On y ajoute, le cas échéant, les prestations familiales, les allocations logement et les minima sociaux, ce qui permet d'obtenir le revenu disponible. On a de nombreuses publications à l'INSEE qui portent sur les mécanismes de la redistribution. Donc celles qui sont affichées à l'écran ne sont pas les plus récentes, mais elles ont l'avantage de proposer des éclairages sur longue période, sur les inégalités ou sur la redistribution. Donc il y a deux ouvrages, on peut dire, de référence. Il y a tous les deux dans la collection INSEE Référence. On a les revenus et le patrimoine des ménages et France Portrait Social. Donc la première publication, les revenus et le patrimoine des ménages, est une publication apériodique qui a lieu à peu près tous les 3 à 4 ans, tandis que France Portrait Social est une publication qu'on va retrouver tous les ans. Donc là, on peut avoir des éclairages plus récents sur la redistribution dans la dernière édition de 2023, si je ne me trompe pas.
Alors, il n'y a pas que l'INSEE, il y a aussi l'adresse, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, qui est le service statistique ministériel du ministère en charge des solidarités et de la santé, qui mobilise les données sur les revenus et la pauvreté, et qui va évaluer de son côté l'impact de la redistribution sur le taux de pauvreté. L'image qui est à gauche, c'est une publication qui est faite tous les ans par la DREES, qui est une publication de référence sur les minima sociaux et les prestations sociales, dans laquelle on trouve une étude du taux de pauvreté avant et après redistribution. Donc pour l'année 2019, là les résultats sont un tout petit peu plus anciens. Donc pour l'année 2019, le taux de pauvreté après redistribution est de 14,6% de la population. Et avant redistribution, sur le revenu donc initial, on avait 22,2% de la population qui se trouvait sous le seuil de pauvreté. Donc la redistribution a pour effet de réduire le taux de pauvreté de 7,6 points. On peut aussi décomposer en fait l'effet de la redistribution aux différentes étapes de la redistribution. Donc c'est ce qu'on voit sur le tableau présent. Donc le taux de pauvreté à partir du revenu initial, si on n'avait pas la redistribution, atteindrait 22,2% de la population. On voit que les impôts réduisent ce taux de pauvreté de 0,9 points. Et de leur côté, les prestations sociales, donc les prestations familiales, les allocations logement et les minima sociaux, réduisent le taux de pauvreté de près de 2 points chacun. On a également la prime d'activité qui va baisser de 1,3 points le taux de pauvreté. Donc cet impact est plus faible et c'est cohérent avec le fait que les personnes ciblées par la prime d'activité sont les personnes avec des revenus modestes, ce ne sont pas les personnes les plus pauvres. Mais c'est aussi lié au fait que la masse financière en jeu pour la prime d'activité est moins importante que la masse financière liée aux prestations sociales. Au-delà du seuil de pauvreté, on peut s'intéresser aussi à la distribution de la population pauvre. C'est-à-dire, est-ce que la majorité des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté sont très proches du seuil de pauvreté ou plutôt éloignées du seuil de pauvreté? C'est la notion d'intensité de la pauvreté qui permet d'apprécier à quel point le niveau de vie des personnes pauvres est éloigné ou pas du seuil de pauvreté. Donc on a la formule tout en bas. En fait, l'intensité de la pauvreté, c'est l'écart relatif entre le seuil de pauvreté et le niveau de vie médian de la population pauvre. Donc quand on regarde l'intensité de la pauvreté avant redistribution, c'est la partie droite du tableau, on a 38,5% de la population. Et après redistribution, l'intensité de la pauvreté s'établit à 19,7%, c'est-à-dire que le niveau de vie médian des personnes pauvres est 20% en dessous du seuil de pauvreté. Et donc par rapport au taux de pauvreté, qui est de 22% avant redistribution et 14,6% après redistribution, on voit que la redistribution a pour effet non seulement de diminuer le taux de pauvreté, mais aussi de réduire l'intensité de la pauvreté. Alors après le taux de pauvreté, on aborde maintenant les indicateurs qui permettent de mesurer les inégalités de revenus. Donc les indicateurs traditionnels qu'on connaît peut-être le plus, on a d'abord le rapport interdécile qui est, alors c'est en petit sur la légende, mais c'est la courbe en bleu foncé, c'est la courbe la plus basse du graphique, qui rapporte le revenu plancher des 10% des personnes les plus riches au revenu plafond des 10% des personnes les plus modestes. On a aussi l'indice de Gini qui est en rouge, qui varie entre 0 et 1, donc avec 0 qui correspondrait à une égalité parfaite de la distribution des revenus, alors que 1 correspondrait à une situation extrême où une personne concentrerait toute la richesse, tous les revenus, et les autres n'auraient rien. Donc ces indicateurs, alors surtout le rapport interdécile, porte sur des niveaux de revenus, et on a aussi des indicateurs complémentaires qui portent sur les masses de revenus. C'est le cas de l'indice 20-20, où on l'appelle aussi le rapport interquintile des masses. Alors pourquoi rapport interquintile? C'est parce qu'on prend la somme des niveaux de vie, donc la masse des niveaux de vie, qui sont perçus par les 20% les plus riches, d'une part. Donc là, c'est le deuxième tiret. Les 20% des personnes les plus riches perçoivent 38% de la somme des revenus ou des niveaux de vie. Et on prend aussi la somme des niveaux de vie perçus par les 20% les plus modestes. Donc ici, c'est les chiffres 2021. Les 20% les plus modestes perçoivent 8,6% de la somme totale des niveaux de vie. Et on fait le rapport entre les deux. Autrement dit, les 20% les plus riches perçoivent 4,5 fois plus de revenus que les 20% les plus modestes. Donc ce rapport des masses a l'avantage de prendre en compte une plus grande partie de la distribution des revenus plutôt que s'appuyer seulement sur des niveaux de revenus. Par contre, le 20-20 donc va s'intéresser à 40% de la population, donc on ne s'intéresse pas aux 60% restants. Donc c'est une critique qui a pu être faite à cet indicateur, et c'est pour ça qu'on a un autre indicateur qui peut être complémentaire, qui s'appelle l'indice de Palma, qui lui va s'intéresser
toujours un rapport des masses, mais qui va rapporter la somme des revenus perçus par les 10% les plus aisés, donc c'est l'individu en bleu sur la droite, qui va le rapporter à la somme des revenus perçus par les 40% les plus modestes. Donc ce ratio a l'avantage en fait d'ignorer, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte les classes moyennes, mais de plus se focaliser sur les éléments qui concentrent le débat en matière d'inégalité, à savoir les 10% les plus aisés et les 40% les plus pauvres, parce qu'on considère que parfois les 20% les plus pauvres est une tranche qui est trop restreinte. Et puis le ratio englobe davantage de population, puisqu'il englobe 50% de la population. Donc c'est davantage que le rapport interdécile ou le 20-20. Donc, voilà les indicateurs principaux qu'on construit à partir du dispositif ERFS, donc enquête sur les revenus fiscaux et sociaux. Il faut avoir en tête, quand on utilise ces données-là, les limites et les précautions d'utilisation. Alors, la première limite tient au champ de l'enquête. On a dans ce dispositif seulement les ménages qui vivent dans un logement ordinaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir les personnes qui vivent en collectivité, dans des foyers ou des maisons de retraite, par exemple. Donc, sur la question de la pauvreté, il faut faire attention parce que ça exclut de fait les personnes les plus en difficulté, donc celles qui sont soit dans des logements précaires, comme les foyers de travailleurs, mais ça exclut aussi les personnes sans domicile. Il faut aussi prendre en compte les changements de la législation, à la fois fiscale et sociale, qui interviennent chaque année. Et donc, il faut être prudent dans la comparaison des indicateurs d'une année sur l'autre. C'est-à-dire les publications de l'INSEE qui accompagnent la diffusion chaque année du taux de pauvreté ou des indicateurs sur les inégalités reprennent bien l'évolution de la législation sociale ou fiscale en élément explicatif en fait des évolutions du taux de pauvreté, par exemple. Le dispositif donc ERFS que nous venons de voir peut avoir le défaut de se faire attendre. En quelque sorte, en fait, on peut faire le reproche où parfois à l'INSEE, on a l'impression d'avoir des informations qui sont un peu anciennes. Et c'est pour ça que dans la diapo suivante, l'INSEE a mis en place de 2015 à 2021 une méthode expérimentale, une expérimentation pour proposer des indicateurs de pauvreté plus précoces que ceux issus de l'enquête ERFS. Pour l'enquête ERFS, les données relatives aux revenus de l'année N sont disponibles 2 ans après, en N+2, alors que les estimations précoces du taux de pauvreté permettaient d'avoir des éléments qui étaient disponibles en N+1. Alors, depuis 2021, ces estimations précoces n'ont pas été reconduites. Je vais quand même en parler rapidement parce que les publications qui ont porté sur ces estimations précoces existent et font toujours partie de la bibliographie. Donc voilà, si on tombe dessus, ça peut être intéressant de savoir, de connaître la différence de calcul entre les estimations précoces qui ont été réalisées et l'indicateur de référence à partir du dispositif ERFS. Alors, pour les estimations précoces, en fait, ça se base sur de la microsimulation, mais qui intervient en deuxième partie. En première partie, on part d'un échantillon de ménage de l'enquête ERFS de l'année N-1, qu'on rend comparable au ménage de l'année N, en fait, en appliquant la structure démographique et économique de l'année N à partir de sources annexes qu'on a par d'autres sources. Une fois qu'on a un échantillon de ménage représentatif de l'année d'intérêt, de l'année N, c'est là qu'intervient la microsimulation. En fait, le modèle de microsimulation qui est utilisé, c'est le modèle INES, qui est développé par la DREES et par l'INSEE, permet de simuler les différentes mesures de la législation sociale et fiscale. Donc, on applique à l'échantillon de ménage de l'année N la législation sociale et fiscale de l'année N, ce qui permet d'en déduire le revenu disponible de l'année N et de calculer les indicateurs du taux de pauvreté, les indicateurs d'inégalité. Donc, plus d'estimation précoce pour le moment, mais c'est quand même intéressant de connaître l'approche. Un éclairage maintenant sur les très hauts revenus. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les très hauts revenus? Ce sont les personnes qui appartiennent au dernier centile de la distribution des revenus, c'est-à-dire les 1% les plus aisés de la population. Les derniers résultats disponibles sur ce sujet sont dans la publication INSEE Référence de l'édition de 2021, avec des résultats qui portent sur les revenus en 2018. Donc, les personnes à très haut revenu sont celles qui ont un revenu initial par unité de consommation, c'est-à-dire pour une personne seule, qui dépasse le seuil de 9 660 € par mois. Donc, c'est ce qui est entouré en orange. En fait, ce seuil est 5 fois plus élevé, le seuil des très hauts revenus, est 5 fois plus élevé que le revenu initial médian, qui sépare la population en deux. Ça, c'est avant redistribution. Et maintenant, quand on regarde la colonne niveau de vie du tableau, après redistribution, on voit que le rapport entre le revenu plancher des très hauts revenus et la médiane est passé à 4. Donc la redistribution a réduit cet écart entre les très hauts revenus et la médiane de la population.
Un élément à noter ici, c'est que, donc c'est surligné, alors c'est en tout petit, mais c'est surligné en bas en orange, la source pour, étudier les très hauts revenus n'est plus le dispositif ERFS comme c'était le cas pour les indicateurs présentés jusqu'à présent. Parce que ERFS est un dispositif qui se base sur une enquête, donc l'échantillon, s'il est représentatif au niveau national pour les indicateurs principaux, ne va pas être suffisamment précis pour étudier, la distribution des revenus à un niveau très fin, pour un centile par exemple. C'est pour ça qu'on a besoin pour, se faire d'une source exhaustive. Et la source qui va être utilisée ici est Philosophie, c'est-à-dire le fichier localisé social et fiscal, qui va être présenté par Catherine dans la deuxième partie de la présentation. Quelques éléments maintenant sur la mesure dynamique des inégalités. L'INSEE a publié pour la première fois en 2022 une étude qui porte sur la mobilité intergénérationnelle des revenus, c'est-à-dire une étude qui relie le revenu des parents à celui des enfants. Jusqu'à récemment, la mobilité intergénérationnelle a surtout été étudiée sous l'angle des catégories socioprofessionnelles, de la mobilité sociale, avec des tables de mobilité qui comparaient la catégorie socioprofessionnelle des enfants à la catégorie socioprofessionnelle de leurs parents et qui permettaient de quantifier les mobilités ascendantes, par exemple, quelle proportion d'enfants, d'ouvriers ou employés, qualifiés ou non, occupaient ensuite des catégories socioprofessionnelles de cadres. Donc cette approche par la mobilité sociale est décrite sur longue période dans la publication France Portrait social dans l'édition de 2019. Donc c'est une publication de référence. Une différence entre l'approche par la mobilité sociale et l'approche par la mobilité dans l'échelle des revenus, en fait, ces deux approches ne sont pas complètement superposables, complètement comparables, notamment parce qu'au sein d'une catégorie sociale donnée, l'éventail des revenus peut être assez important. Alors l'étude, récente de l'INSEE, dont je parlais il y a quelques instants, de 2022, s'appuie en fait sur une source autre que celle de la mobilité sociale. Pour la mobilité sociale, c'était des données d'enquête. Là, pour étudier la mobilité intergénérationnelle des revenus, la source est l'échantillon démographique permanent. Alors qu'est-ce que c'est l'EDP? C'est un panel d'individus, un très grand panel parce qu'il recouvre 4 de la population, qui permet de suivre les trajectoires individuelles sur longue période. Donc, ce n'est pas une source par enquête, c'est une source par appariement de données déjà existantes. Donc, elle apparie de manière historique, donc le recensement de la population avec les bulletins d'état civil. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que depuis quelques années, ont été rajoutées dans ce panel les données socio-fiscales qui permettent de suivre le revenu des individus. C'est comme ça que pour l'étude sur la mobilité intergénérationnelle des revenus, l'INSEE a identifié des cohortes d'enfants qui étaient âgés d'environ 18 ans en 2010. Le suivi commence en 2010 parce que c'est l'année de départ pour laquelle on dispose des revenus dans le panel EDP. Comme en 2010, les enfants identifiés vivent dans le foyer fiscal de leurs parents, ça permet de connaître le revenu des parents. On peut ainsi comparer la position des parents dans l'échelle des revenus en 2010 à la position de leurs enfants en 2018. Donc en résultat, on obtient que, c'est ce qu'on voit sur le graphique, plus les parents sont classés haut dans l'échelle des revenus, donc c'est l'échelle horizontale, donc c'est le classement dans le 20e de revenus des parents, donc c'est le classement dans l'échelle de revenus des parents, plus les enfants sont aussi classés haut dans l'échelle des revenus. Donc on voit qu'il y a une relation entre le revenu des parents et celui des enfants. Il y a eu donc une reproduction partielle des inégalités. Pour autant, pour un niveau de revenu donné des parents, il y a quand même une grande variabilité du revenu des enfants. Si on prend la première série de points qui correspond au premier 20e de revenu des parents, on voit que la moyenne des enfants, c'est le point vert, se positionne autour de 40 au 40e centième de revenu. Mais on en a quand même le quart, c'est le triangle bleu foncé qui se situe au-delà du 60e centile de revenu. Alors, j'ai terminé pour la présentation des principaux indicateurs de mesure de la pauvreté et des inégalités à l'échelle nationale. Donc maintenant, je relaisse la parole à Catherine pour l'étude de la pauvreté au niveau local. Merci Camille. Donc on l'a vu au niveau national, donc on parle des inégalités en matière de pauvreté. Donc il y a pas mal d'inégalités, notamment d'inégalités territoriales qu'on ne peut pas étudier donc via la source nationale. On utilise donc le dispositif fichier localisé social et fiscal, Philosophie. Et je vous parlerai aussi un petit peu d'une enquête sur le budget des familles qui est utilisée dans quelques cas spécifiques pour mesurer la pauvreté au niveau local. Donc je commence par le dispositif donc Philosophie.
qui est un appariement entre des fichiers administratifs, donc à la fois des fichiers fiscaux qui reprennent des éléments sur la taxe d'habitation, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et des fichiers sociaux dans lesquels on va retrouver l'ensemble des prestations sociales qui sont versées par les organismes donc qui versent donc, les allocations familiales, les allocations vieillesse, mais aussi tout ce qui relève du régime agricole. Donc ces fichiers sont appariés, sont des fichiers quasiment exhaustifs, donc c'est ce que disait Camille tout à l'heure, c'est que le fait que ces fichiers soient exhaustifs nous permet de les utiliser pour dire des choses à des niveaux géographiques fins. Donc ça a une granularité assez fine, je vous montrerai tout à l'heure jusqu'à quel niveau on peut le décliner. Donc c'est intéressant pour mesurer des choses sur les plus aisés, mais aussi pour mesurer des choses au niveau territorial. Alors on pourrait se dire pourquoi on n'utilise pas seulement philosophie, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'ERFS? En fait, on a besoin de l'ERFS parce que dans philosophie, on a quelques informations sur les logements et sur le profil des personnes qui composent le ménage, en particulier du référent fiscal. Donc on connaît son âge, on connaît son sexe, mais par exemple, on ne connaît rien sur sa PCS et on ne connaît rien sur son activité au sens du Bureau international du travail. Donc ce sont des informations qui sont importantes. Et c'est pour ça qu'on conserve le RFS, puisque grâce à l'enquête emploi en continu, on peut disposer de ces informations, ce qui n'est pas le cas avec Philosophie. Donc, pour signaler que Philosophie, c'est un dispositif aussi assez récent. Le premier millésime date de 2015 et portait sur l'année 2012. Donc, avant, on avait un autre dispositif, mais qui nous permettait de mesurer à un niveau fin uniquement le revenu déclaré. Il nous permettait de connaître le revenu disponible, et c'est quand même ce qui nous intéresse le plus, qu'à un niveau départemental. Donc, avec Philosophie, tout ça a changé. Donc, aujourd'hui, on peut mesurer un revenu disponible à un niveau fin. Je vous ai mis un exemple de la région au carreau, c'est un zonage assez gros, donc de la région. Là, j'ai choisi de représenter la médiane du niveau de vie par région, donc ça permet de voir un peu les disparités et de voir que l'Occitanie fait partie des régions où cette médiane est la plus faible. Et j'ai mis à côté de ça une carte au carreau, donc le niveau le plus fin dont on dispose au niveau des zonages territoriaux. Donc les carreaux, on va découper le territoire en petits carrés qu'on peut réagréger. Donc, ça a pas mal d'avantages parce que c'est stable dans le temps, ce qui n'est pas toujours le cas pour certains autres zonages administratifs, un peu moins, mais d'études en tous les cas aussi. Donc là, on a un zonage fin qui n'évolue pas, qui est réagrégé. Donc ici, sur la carte, ce sont des carreaux de 1 km de côté. Il faut savoir qu'on peut aller encore plus fin. Donc, dans les données qui sont mises à disposition, on a même des carreaux de 200 mètres de côté. Donc, ça permet de nuancer encore le message. Et on voit bien que même à l'échelle de l'Occitanie, à ce niveau fin, le niveau de vie est bien différent selon si on regarde du côté est ou du côté ouest de la région. Donc, ces cartes sont issues d'un outil que je vous montrerai rapidement à la fin de la présentation qui permet de faire des cartographies de façon très simple. La source philosophie, elle a quelques limites et précautions d'utilisation. Donc, on va retrouver les mêmes limites que ce qu'on a vu tout à l'heure sur le RFS, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un champ complet. On n'a pas d'informations sur les personnes qui vivent en communauté. Donc, on ne sait rien, par exemple, des personnes qui vivent dans un EHPAD. Et donc, on ne sait rien des personnes qui sont sans abri. Il faut faire attention sur les évolutions temporelles avec les évolutions qu'il peut y avoir en matière fiscale ou sociale. Et donc, un point qui est propre à Philosophie, c'est cette rupture de série dont je parlais tout à l'heure en 2012, puisqu'on ne peut pas rétropoler et récupérer les données sur tous les zonages sur les dispositifs précédents. Donc, un dernier petit point sur les différences qu'il peut y avoir entre Philosophie et ERFS. Ça vient du fait que dans Philosophie, on a certains revenus qui sont exonérés d'impôts, qui ne sont pas pris en compte. C'est le cas, par exemple, des heures supplémentaires qui sont exonérées, qui ne sont pas pris en compte ou mal pris en compte. On a un petit défaut de couverture. Donc, on a quelques petites différences entre les données philosophie et RFS. Donc, pour vous citer un exemple sur le seuil de pauvreté 2021, sur le RFS, on est à 1 158 € par mois et par unité de consommation. Et dans le philosophie, on est à 1 154 € par mois et par unité de consommation. Donc, la différence n'est pas très importante, mais ça peut interroger d'avoir de seuil de pauvreté. Donc, ça vient de là. Quand on veut étudier la pauvreté au niveau local, on peut le faire avec philosophie pour l'ensemble des territoires métropolitains et uniquement pour 2 de nos 5 DOM. Donc, c'est possible pour La Réunion et pour la Martinique. Par contre, ce n'est pas possible pour les 3 autres DOM. Non pas qu'il n'y ait pas les fichiers administratifs qui nous permettraient de le faire,
mais c'est que la qualité est jugée insuffisante pour s'appuyer sur les fichiers administratifs et produire des données statistiquement robustes sur ces territoires. Donc, on va utiliser une autre source qui s'appelle l'enquête budget des familles, dont le but est en fait de reconstituer un peu la comptabilité des ménages. Donc, on va regarder précisément quelles sont les dépenses et les ressources de ces ménages. Et donc, c'est cette enquête-là qui est utilisée pour pouvoir mesurer la pauvreté monétaire pour la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte. Donc ici, je vous ai mis un petit exemple d'utilisation de cette enquête budget de famille pour Mayotte. Donc, et pour vous montrer aussi que dans ces territoires, parfois, les études qui sont faites mobilisent un seuil de pauvreté qu'on ne mobilise pas au niveau métropolitain, à part peut-être à l'exception de l'Île-de-France qui l'a fait, puisque bon, nous, ça n'aurait pas tellement de sens, ce ne serait pas très différent si on calculait un seuil de pauvreté local. Par exemple, en Occitanie, on l'a fait, il n'y a pas de différence. Par contre, il y a des différences pour les territoires et notamment pour Mayotte. Donc là, dans cette étude-là, ils avaient mis en avant le seuil de pauvreté national. Donc là, c'est pour se comparer avec la métropole. Donc on a quand même 3/4 des habitants de l'île qui vivent en dessous du seuil de pauvreté national. Et donc ce fameux seuil de pauvreté local pour définir un niveau de très bas revenu. Donc le seuil de pauvreté local à Mayotte, il est de 160 € par mois et par unité de consommation, contre 1158 au niveau national. Donc, on a quand même un seuil de pauvreté qui est vraiment très, très faible et on a quand même la moitié de la population qui dispose de moins de 100 € par mois et par unité de consommation dans l'île. Donc, c'est important d'étudier la pauvreté monétaire, mais il y a d'autres façons de mesurer la pauvreté, et notamment par les conditions de vie, et donc tout ce qui est privation matérielle et sociale. Donc ça vient d'une enquête qui s'appelle Statistiques sur les ressources et les conditions de vie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette enquête? En fait, c'est la partie française d'un dispositif européen qui s'appelle EUSILC. Donc, c'est un règlement européen de 2003 qui fixe les règles de ce système statistique et qui demande à avoir des indicateurs structurels sur la répartition des revenus, la pauvreté et l'exclusion qui permettent de faire des comparaisons européennes. Donc, la déclinaison française, c'est cette enquête SRCP, dans laquelle on va mesurer à la fois la pauvreté monétaire, la privation matérielle et sociale, et je vous parlerai d'une troisième approche qui est une approche, elle, subjective, contrairement aux deux premières, dans lesquelles on interroge les ménages sur ce qu'ils pensent de leurs conditions de vie et comment ils se positionnent par rapport à ça. Donc ici, je vous ai mis la première partie de la mesure qui est faite dans l'enquête SRCV de la pauvreté monétaire et des comparaisons européennes. Donc ça provient de la publication du dernier millésime de l'INSEE référence aux revenus et patrimoine des ménages. Donc, on voit qu'on a un croisement entre le taux de pauvreté et le seuil de pauvreté. Alors, quand on fait des comparaisons européennes, c'est important de croiser les deux, parce que si on regarde uniquement le taux de pauvreté, comme on est sur une approche relative en fonction de la distribution des revenus du pays, on peut passer à côté de certaines choses. Alors, juste pour vous donner un exemple, si on prend le Luxembourg qui est ici, et la Grèce, admettons, qui est ici, qui ont en fait un taux de pauvreté qui est assez proche, entre 17,5 et 18% de leur population. On voit que si on regarde par rapport au seuil de pauvreté, c'est-à-dire en fait au final au niveau de vie médian, on est vraiment sur des niveaux très différents. Voilà, on est à la Grèce qui est à 6 000 € pour le seuil de pauvreté, alors que le Luxembourg est presque à un seuil de pauvreté 3 fois plus élevé. Donc voilà, ça permet de positionner de façon plus précise les pays européens en matière de pauvreté. L'autre approche, c'est l'approche par la privation matérielle et sociale. Donc on utilise pour ça un nouvel indicateur européen depuis 2017. Cet indicateur, en fait, il représente la part de personnes incapables de couvrir des dépenses liées à au moins 5 éléments de la vie courante pris parmi 13, considérés comme nécessaires pour avoir un bien-être acceptable et un niveau de vie acceptable. Donc, ça va couvrir aussi bien des éléments matériels. On va poser des questions du type est-ce que vous pouvez vous acheter 2 paires de chaussures neuves? Est-ce que vous pouvez chauffer votre logement à une température acceptable, convenable? À des questions sur la vie sociale et sur les loisirs. Est-ce que vous pouvez aller au restaurant, partager un verre avec vos amis 1 fois par mois? Est-ce que vous pouvez partir 1 semaine en vacances 1 fois par an? Voilà, donc, on pose des questions comme ça. Et dans la mesure où 5 éléments ne sont pas couverts, on considère que les personnes sont en situation de privation matérielle et sociale. Donc là, on voit qu'on est sur une comparaison absolue, alors que précédemment, on était sur une comparaison relative et que tout le monde tous les pays européens ont le même seuil. Donc là, je vous ai mis une carte qui est un peu ancienne, mais qui est toujours d'actualité,
qui représente le taux de privation matérielle et sociale pour les pays d'Europe. Donc, on voit bien le clivage entre les pays du Nord et d'Europe de l'Ouest et les pays du Sud et d'Europe de l'Est où le taux de privation est beaucoup plus élevé. Bon, ça va en gros de 3% pour la Suède à 50% pour la Roumanie. Donc ça, c'était l'ordre de grandeur de 2016. Aujourd'hui, par exemple, la Roumanie, bon, elle est toujours dernière du classement, mais elle est plutôt à 36%. Donc les choses s'améliorent au niveau du clivage, c'est toujours une réalité. Donc l'avantage d'avoir les deux informations dans la même source, c'est qu'on peut les croiser, le taux de pauvreté monétaire et le taux de privation matérielle et sociale. Et c'est ce que demande finalement l'Union européenne, c'est de pouvoir croiser ces deux approches. C'est aussi pour ça qu'on prend la pauvreté monétaire dans l'enquête SRCV et pas dans l'enquête RSS. Donc ici, vous avez le croisement des deux. Donc on voit qu'il y a une corrélation, mais qu'il y a quand même des différences. Si on prend par exemple le cas de l'Estonie qui est ici, ben, on a un taux de pauvreté qui est élevé puisqu'on est à près de 22% de la population qui est concernée. Et par contre, on a un taux de privation matérielle et sociale qui est plutôt faible et nettement en dessous de la moyenne de l'Union européenne. Donc la France, nous, on est assez bien classé pour les deux indicateurs. On a des taux qui sont assez proches, mais qui ne se recouvrent pas, puisqu'en fait, on a 14% à peu près de taux de privation matérielle et sociale et de taux de pauvreté. Et sachant qu'en réalité, il n'y a que 6% qui sont à la fois dans les deux situations. Donc là, l'étude de la privation matérielle et sociale, elle permet aussi d'avoir des informations plus détaillées. Je vous ai mis l'étude la plus récente pour la France qui sont faites sur des informations plus détaillées. Donc on a un détail par rapport à l'âge, au type de territoire, et on peut faire des évolutions. Donc là, c'est le cas du premier graphique sur lequel on voit l'évolution du taux global de privation matérielle et sociale. Par exemple, ça nous a permis de voir un peu l'impact de la crise sanitaire, sachant que la donnée 2021, en fait, c'est la donnée du début d'année 2021, donc ça porte sur l'année 2020. Donc on voit bien le taux qui diminue pour 2021. Donc en 2020, en fait, c'est lié au fait qu'on ne pouvait plus finalement avoir de loisirs, ni beaucoup moins de consommation, puisqu'on était confinés, qu'il y avait beaucoup de restrictions, et donc on a ressenti moins de privation matérielle et sociale. Et par contre, c'est vraiment beaucoup remonté pour l'année 2021, donc début 2022, où là, on a un taux qui n'a jamais été atteint depuis qu'on mesure l'indicateur. Je vous ai mis une déclinaison de l'indicateur selon les types de territoires. Il faut voir aussi les évolutions. On voit bien que c'est assez différencié selon les territoires. Donc, ça a particulièrement augmenté dans les territoires ruraux, en lien avec probablement les difficultés liées au logement et au déplacement et à la crise autour des prix des énergies, même si le taux de privation est quand même bien inférieur dans les territoires ruraux. Donc la troisième approche de l'enquête SRCV, c'est tout ce qui tourne autour de la satisfaction dans la vie. Donc ça, les deux précédentes approches, c'était des approches objectives. Ici, on est sur une approche subjective. Donc on demande en fait aux individus de noter leur niveau de satisfaction dans la vie de 0 à 10. Donc de façon générale, on leur demande aussi de façon plus détaillée en fonction de certains domaines. Ça peut être le logement, le travail, les loisirs, la famille, les amis. Donc, on décline cet indicateur selon l'âge, le sexe, le niveau de vie et la composition familiale. Donc ici, je vous ai mis la représentation pour les niveaux de vie, pour vous montrer voilà, donc les différences qui peuvent exister, les inégalités de satisfaction dans la vie qu'il peut y avoir entre les personnes les plus modestes ici, qui sont en 2022 à un niveau de 6,5 sur 10, alors que les 25% les plus aisés ont plutôt un niveau de satisfaction dans la vie qui est supérieur à 7,5. Alors, pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu et de comment on étudie les inégalités de revenus et la pauvreté monétaire, quand on s'intéresse au niveau national, on utilise donc la source de référence, c'est l'enquête sur les revenus fiscaux et sociaux. Dès qu'on veut étudier le phénomène à un niveau géographique ferme, il faut passer sur une autre source. Donc, soit on est sur un territoire métropolitain ou sur l'un des deux DOM qui sont couverts par le dispositif, donc c'est Martinique et Réunion. Là, on utilise Philosophie. Pour les autres DOM, on utilise l'enquête budget de famille. Et pour tout ce qui est comparaison européenne, on utilise les statistiques, l'enquête SRCB. Alors, pourquoi c'est important de mesurer la pauvreté ? C'est important de mesurer la pauvreté pour pouvoir adapter en fait, les mesures qui sont prises, notamment les mesures de politique publique, de pouvoir cibler les territoires ou les personnes qui sont les plus concernées et pouvoir mettre en place donc, des actions
pour les aider à lutter contre la situation, enfin pour les aider à sortir de la pauvreté. Donc ici, j'ai choisi de faire un zoom sur les familles monoparentales, parce que les familles monoparentales font partie des personnes et des types de ménages les plus concernés. Donc c'est illustré ici avec la pauvreté monétaire. Donc, on regarde les taux de pauvreté monétaire par type de famille, les types de ménages. Et on voit bien que de loin, sont les familles monoparentales qui sont les plus concernées, puisqu'on a presque un tiers, on va dire, des personnes qui vivent dans des familles monoparentales qui sont en situation de pauvreté monétaire en 2021. Si on regarde au niveau de la privation matérielle et sociale, on va retrouver le même phénomène, c'est-à-dire qu'on est là aussi à plus de 3 personnes sur 10 qui vivent en famille monoparentale et qui subissent des privations matérielles et sociales, loin devant les familles nombreuses et les autres couples avec ou sans enfants. Donc, pour aller plus loin, à nouveau, un petit récapitulatif des types de pauvreté cette fois-ci et de leurs mesures. Donc, la pauvreté monétaire. Donc, on a une pauvreté monétaire relative, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, on regarde la distribution du niveau de vie et on positionne, donc on établit le seuil de pauvreté par rapport à cette distribution. Mais on a aussi une façon de la mesurer. Donc, on ne mobilise pas, nous, ni en France, ni en Europe, et qui est plutôt mobilisée au niveau des pays en développement ou aux États-Unis, qui est une approche absolue. Donc, on va donner un certain niveau de revenu en disant qu'on estime qu'en dessous de ce niveau de revenu, on ne peut pas accéder aux besoins fondamentaux. Voilà. Donc ça, cette approche-là, elle est signalée, mais c'est vrai que vous ne la retrouverez pas dans ce qui est fait au niveau européen. Donc, on a la privation matérielle et sociale, on en a parlé donc sur les privations subies. Et on a un dernier volet, une dernière façon de mesurer la pauvreté, c'est ce qu'on appelle la pauvreté légale, la pauvreté administrative. Donc celle-ci, on dit qu'en fait, les personnes pauvres sont celles qui bénéficient d'un revenu minimum, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui sont aidées, qui touchent un des revenus minimums. Donc il y a le RSA, l'allocation de solidarité spécifique pour les chômeurs en fin de droit, l'allocation adulte handicapé et tout ce qui relève du minimum vieillesse. Donc ça, c'est une approche qu'on utilise à l'INSEE Occitanie, qui est utilisée aussi à l'INSEE, mais donc ça se base sur les données des CAF notamment, des versements des caisses d'allocation familiale et de la MSA pour le monde agricole. Donc il y a quand même quelques petits bémols sur la pauvreté légale. C'est notamment par rapport au non-recours. On sait qu'il y a un non-recours qui est assez important. Pour le RSA, par exemple, qui a été quantifié à 30% de non-recours. Donc voilà, on ne couvre pas toute la population pauvre avec cet aspect-là de la pauvreté. Alors, les inégalités, on les lit aussi à travers les comportements de consommation. Donc en gros, quand on travaille sur les sources, sur la pauvreté monétaire, on dit on calcule le revenu disponible pour consommer et épargner. Donc là, on va se pencher un peu sur ce qui se passe après, c'est-à-dire la partie consommée. Parce que les inégalités, elles peuvent être aussi dues à les comportements de consommation en fonction des niveaux de dépenses, notamment des dépenses préengagées. Donc, c'est tout ce qui est soumis à contrat, des contrats qui ne peuvent pas être négociés à court terme. Donc, c'est par exemple les loyers, les assurances. Et il y a les dépenses aussi incompressibles. Donc, on a des dépenses préengagées dans les dépenses incompressibles. Il y a par exemple l'alimentation, ce qui tourne autour de l'alimentation, les dépenses incompressibles. Donc, pour mesurer ces dépenses de consommation, la source de référence, c'est la comptabilité nationale et notamment le compte des ménages. Alors, le problème, c'est que la comptabilité nationale donne des résultats très agrégés. Donc, on peut, pour avoir des choses un peu plus détaillées, notamment par profil de ménage, utiliser encore une fois l'enquête budget des familles, puisque comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'objectif de cette enquête, c'est de reconstituer la comptabilité des ménages à la fois sur le côté ressources, mais aussi sur le côté dépenses. Donc, on a toutes les dépenses qui font partie de cette enquête et qui sont donc demandées aux ménages dans le cadre de cette enquête. Donc ici, je vous ai mis un extrait d'une publication sur la dernière enquête budget de famille, parce que c'est une enquête à périodique. Donc, vous voyez, il y en a une en 2011, une en 2017. Là, comme il y a un recalage sur un processus européen, la prochaine est prévue pour 2026. Donc, pour l'instant, le dernier millésime, c'est 2017. Donc, c'est pour vous montrer ce qu'on peut avoir comme niveau de détail. Donc là, ici, en fait, comme c'est pas tout à fait la même façon de mesurer les dépenses entre les deux, on peut pas donner des niveaux, mais on donne juste des parts entre les différents poids de dépenses dans la consommation totale des ménages. Donc, pour vous montrer que, voilà, que les postes les plus importants sont les postes transport, alimentation et logement pour les ménages. C'est ce qui pèse le plus dans leur budget. Donc, si je reviens sur les dépenses préengagées,
Donc, on a des choses dans l'enquête budget des familles. On n'a pas forcément, nous, côté INSEE, fait de publication très détaillée, mais l'adresse l'a fait dans une publication de 2018. Alors, je voulais vous la signaler parce que, en fait, ils vont regarder par rapport au niveau de vie et à l'aisance initiale du ménage, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le niveau de vie arbitrable, c'est-à-dire qu'ils vont enlever du niveau de vie toute la partie dépenses préengagées et ils vont regarder l'importance que ça a en fonction du niveau de vie du ménage. Donc, en gros, ils vont montrer que ce niveau de vie arbitrable, il est moins élevé pour les personnes les plus faibles et les dépenses préengagées, elles pèsent beaucoup plus sur les ménages pauvres et notamment tout ce qui tourne autour des déplacements, du logement. Sur le niveau de vie arbitrable, sur les dépenses, l'alimentation pèse beaucoup pour les ménages les plus pauvres. Donc, ce qui peut être problématique avec la période qu'on connaît actuellement d'inflation, parce que c'est eux qui vont la subir le plus fort. En fait, ça a 7 points de plus pour les ménages les plus modestes. Le post-alimentation pèse 7 points de plus pour les ménages les plus modestes. Donc, voilà. Je vais vous montrer rapidement 2 outils qui, je pense, pourraient vous être utiles. Donc, le premier, c'est un outil interactif que vous retrouverez en fait en faisant une recherche directement dans Google ou sur le site de l'INSEE, en indiquant un tableau de bord de l'économie française. Donc, nous avons ici notamment un item sur les revenus, le pouvoir d'achat et la consommation. Après, peut-être que vous trouverez d'autres sujets inégalités, par exemple, en femmes dans conditions de vie, mais je vais me concentrer sur celui-là. Par exemple, ici, si on prend revenu, niveau de vie, pouvoir d'achat, vous arrivez sur un outil qui vous donne les principaux indicateurs. Vous voyez, quand on passe, on a des petites bulles qui précisent les données. On a un petit commentaire avec un pour en savoir plus. On a des informations sur le champ et sur la source. Donc là, on est sur un niveau de vie médian au niveau national, donc on est bien sur l'enquête RFS. Et quand on clique sur la petite flèche ici, on accède aux graphiques avec des détails plus importants sur les graphiques. On a la possibilité d'avoir des tableaux et de récupérer les données sur ces tableaux. Donc ça, c'est pour la France. Pour l'Europe, donc on a des indicateurs sur le niveau de vie et sur le rapport interdécile. Donc là, donc même principe, donc on a la possibilité d'avoir des graphiques et des tableaux. Donc vous voyez, c'est Eurostat, EUSILC, donc c'est l'englobant de notre enquête SRCD. Et ensuite, on peut avoir des informations au niveau des territoires. Donc là, on va être plutôt sur philosophie. Si on regarde la source, on est sur le dispositif philosophie avec les dernières données disponibles. Et donc, voilà, on a plusieurs cartes qui peuvent être mobilisées et des données qu'on peut récupérer derrière chacune de ces cartes. Donc, ça, c'était le premier outil que je voulais vous montrer. Ensuite, je vais vous montrer un autre outil dont je vous ai parlé pendant la présentation. Donc là, c'est l'outil statistique local. Alors, je pense qu'il vous sera présenté plus en détail dans la prochaine séquence. Je fais un teasing de la prochaine séquence sur les données INSEE.fr. Je vous le présente très vite, déjà pour vous donner envie de participer à la 4e séquence et puis pour que vous puissiez l'utiliser déjà un petit peu. Donc, je suis allée, moi, pour produire les cartes que je vous ai montrées sur les niveaux de vie, sur la partie indicateurs. Donc, on arrive sur une carte qui est vierge. Donc, ici, on a les différents chapitres avec les indicateurs. Par exemple, ici, on a 28 indicateurs pour le chapitre revenu, pouvoir d'achat, consommation. Donc, je vais aller dessus. Donc, je vais choisir mon indicateur. Donc, j'avais pris la médiane du niveau de vie 2021. Je vous avais montré une carte par région. Donc, voilà, ce qui s'est affiché par défaut ici, c'est la commune. Mais on peut aussi voilà, choisir d'afficher pour les départements. Vous voyez, on a les valeurs quand on passe le curseur sur les territoires. Et on a la possibilité de récupérer tout ça. Ici, dans les actions, on peut exporter. Donc après, vous pouvez exporter soit la carte seule dans différents formats, ou vous pouvez même générer un PDF exploitable avec la carte, la légende, etc. Donc voilà, je pense que vous en saurez plus sur la 4e séquence, mais je voulais commencer à vous en parler un petit peu aujourd'hui pour notre chapitre pauvreté et inégalité. Merci. Merci.